je vous retrouve pour un update manga, exclusivement manga, parce que comme vous l'aurez constaté à partir de la miniature, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que, je crois que je vous en avais déjà parlé, donc je fais un point très vite fait. Je participe au challenge du Pliv, notamment les Reading Rush, dont le concept c'est de lire un maximum de pages en une seule semaine, et pages de ce que vous voulez. Je sais pas si magazine ça compte, mais sinon tout ce qui me vient à l'esprit ça compte, y compris les mangas et BD, dont en fait ce sont à mes yeux les pages qui se lisent le plus vite. Donc j'en ai eu beaucoup pendant le dernier Reading Rush, c'est-à-dire celui du mois de juin. J'en ai lu donc énormément puisque, alors j'ai lu un peu de romans aussi à côté, mais en tout ça m'a fait 4400 pages et des brouettes, donc ça fait beaucoup. Ça fait quelques mangas, effectivement, et notamment la majorité de tous ceux que je vais vous présenter là. Pour ceux qui ne seraient intéressés que par les mangas plutôt SFFF, eh bien, je commence par ça et après vous pourrez partir. Pour ceux qui sont intéressés à l'inverse que par ceux qui n'ont pas de côté et de dimension fantastique, science-fiction, fantasy, tout ça, eh bien je vous invite à aller dans la barre d'infos parce que j'aurai mis le timecode à partir duquel, tout simplement, il n'y aura plus de SFFF. Je le mets pas ici, là en dessous, là, visible, parce que ça me demande trop d'efforts de montage, et je suis pas sûre que ça soit utilisé par qui que ce soit. Donc bon, si vous voulez l'info, elle est là-dessous, si vous vous en fichez, eh bien on est parti. On va donc commencer par le peu de SFFF que j'ai, et on va commencer avec Analog Drop de Natsumi Aida aux éditions Akata. Ici, on va suivre Aku, qui clairement profite des hommes, c'est-à-dire que elle les utilise pour obtenir des choses de valeur, qu'elle revend pour avoir de l'argent, etc., etc. Elle utilise les réseaux sociaux de manière pas très honnête, on va dire ça comme ça, mais évidemment ça existe, hein, c'est les réseaux sociaux. Et du coup, eh bien, on va la suivre lorsqu'elle va être catapultée dans les années 80, et son seul lien avec le monde actuel va être son téléphone. Mais malheureusement, le pourcentage de batterie qu'elle a va être aussi l'équivalent du temps qu'il lui reste pour accomplir une mission que je vais taire. Et si elle accomplit pas cette mission, eh bien, elle va mourir, tout simplement. Voilà, sympa. Donc, elle doit accomplir cette mission, et c'est très drôle parce que cette mission nécessite qu'elle soit beaucoup plus gentille. En fait, c'est pour rattraper ses péchés qu'elle a hérité de cette mission, on va dire c'est comme ça. J'ai beaucoup aimé, franchement c'était très sympa. Pour vous donner une idée, j'ai lu 29 BD et mangas pour ce Reading Rush. Quand je vous dis que ça faisait trop pour un update, j'ai même hésité à séparer en 2 updates manga pour vous donner une idée. Je lui ai mis la note de 8,5 sur 10 à Analog Drop parce que franchement c'était très cool, très sympa. Et en plus, c'est le premier tome d'une duologie, donc je veux dire, prenez pas non plus des risques incroyables en commençant cette mini-série. Moi ça m'a beaucoup plu, et j'ai hâte d'avoir le tome 2, je crois qu'il est sorti, soit il va sortir au moment où je vous parle, c'est-à-dire fin juin. Je pense que très largement, il sera sorti depuis très longtemps au moment où vous verrez cette vidéo. Mais moi ça m'a énormément plu, et je vais lire le tome 2 c'est sûr. Dès que je le croise en librairie, je le prends. Ensuite, je vous présente d'un coup les tomes 5, 6 et 7 de La Petite Faiseuse de Livres. Pourquoi 3 d'un coup? Parce que, comme je vous l'ai peut-être pas dit d'ailleurs en début de vidéo, mais maintenant, à cause des Reading Rush, quoique le dernier soit en juillet, donc après je serai entre guillemets libre, mes BD et mes mangas, je les mets de côté sans les lire dans la foulée comme je le faisais avant. Je me fais une petite pile, et quand commence le Reading Rush, paf, je dégomme tout ce qu'il y a dans la fameuse pile. D'ailleurs, ma pile était tellement grosse que j'ai pas eu le temps de dégommer tous les mangas. J'ai fini toutes les BD, mais pas les mangas. Et donc, j'en étais à 3 tomes cumulés de La Petite Faiseuse de Livres, qui est donc écrite par Miya Kazuki, dessinée par Suzuka, et les character design c'est de You Shiina, aux éditions Ototo. Pour le pitch de base, on suit une jeune femme d'une trentaine d'années, je crois, 30-35, qui va mourir sous le poids, littéralement, de sa bibliothèque et de ses livres qui se sont effondrés sur elle. Et elle va se réincarner dans cette jolie jeune fille que vous avez vue dans les inserts, qui s'appelle Maïn, et en fait qui est une jeune fille faible. On sait pas trop de quoi elle est atteinte, mais clairement, elle n'est pas capable de faire, physiquement parlant, tout ce que les enfants de son âge sont capables de faire. Et elle va surtout se rendre compte, cette jeune femme, que dans ce monde dans lequel elle atterrit, monde de fantasy, les livres n'existent pas, ou extrêmement peu. Du style un équivalent d'écrits sains.
il y a des livres pour ça, mais c'est extrêmement cher, extrêmement rare, genre quand il y a un livre, il est dans une vitrine et personne n'y touche, quoi. Donc, son objectif de vie, c'est de créer les livres, parce qu'en tant que passionnée de littérature, d'écriture et tout, eh bien, elle ne peut pas vivre sans livre, donc ça va être son objectif. Et elle va créer plein d'objets, parce que ça lui manque en fait ces objets du monde réel. Et c'est super sympa, il y a une dimension commerçante, il y a une dimension création d'objets, les relations de... Il faut quand même qu'elle se cache du fait que elle fait pas partie de ce monde avant. Du coup, elle est obligée de poser des questions, mais de manière un peu masquée. Enfin bref, j'adore cette série de manga. Théoriquement parlant, là, c'est la fin du premier arc, parce qu'en fait, ces mangas sont des adaptations de romans. Et je crois que ce qu'ils appellent premier arc et tout, c'est parce qu'en fait c'est la fin du premier roman. Mais je crois que c'est une trilogie en roman. Donc potentiellement 21 tomes de manga, moi je dis pas non. Et j'adore, franchement, les dessins sont fabuleux, l'héroïne elle est trop mignonne, les personnages principaux même, Lutz aussi est très très cool. Toute la partie commerce, bizarrement, alors que c'est pas trop mon genre, j'aime beaucoup. Bref, j'aime beaucoup cette lecture, et j'espère qu'on n'aura pas trop à attendre avant d'avoir la suite et le deuxième cycle, même si je crois que pour le deuxième cycle, c'est la même dessinatrice, mais pas pour le troisième. J'ai pas trop compris pourquoi il changeait, et ça m'attriste un peu, mais je suis quand même contente de savoir qu'il y a une suite à cette série qui, j'espère, comme je le disais, ne se fera pas trop attendre. Là aussi, comme avec Analog Drop, j'ai noté 8,5 sur 10. Étant donné que j'ai lu les 3 à la suite, j'ai fait un lot, on va dire. Bah, ces 3 tomes-là, je mets 8,5 sur 10. On continue avec les suites de séries, et on continue avec les 8,5 sur 10, puisque voici L'Atelier des Sorciers, le tome 8, de Kamome Shirahama aux éditions Pika. Là, vous voyez la couverture de l'édition collector, mais comme d'habitude, à l'intérieur, vous avez les couvertures dites normales, couvertures blanches, classiques. Moi, je prends quasi systématiquement les couvertures exclusives parce que, 1, je les trouve plus belles, 2, dès le deuxième tome, j'ai commencé à les prendre, donc j'aime bien les avoir comme ça dans ma bibliothèque. On va suivre notre chère héroïne Coco qui vit dans un monde où il y a de la magie et des sorciers, ça s'appelle l'Atelier des Sorciers quand même, et qui a toujours cru, comme tout le monde, comme ce que les sorciers veulent nous faire croire, que la magie est innée et non pas acquise. Mais à partir du moment où elle va découvrir qu'en fait on peut apprendre la magie, que n'importe qui peut apprendre la magie surtout, eh bien elle va vouloir être magicienne. Et elle va utiliser un sort interdit sans s'en rendre compte, au point que ça va figer sa pauvre petite maman. Voilà. Et à partir de là, bah en fait le maître qui a merdouillé et qui lui a montré, évidemment sans faire exprès, sa magie et comment pratiquer la magie, va être obligé, entre guillemets, même si ça le dérange pas tant que ça, de la recruter comme apprentie sorcière, et du coup va l'emmener dans le monde des sorciers pour lui apprendre comment on devient une sorcière, etc. etc. Tout ça dans l'objectif, évidemment, même si c'est assez lointain dans ce tome 8, et même depuis quelques tomes quand même, pour libérer la maman de Coco quand même. On va être honnête, dans ce tome 8, on est très très séparé de l'intrigue principale, c'est-à-dire que l'intrigue principale, au début, c'est vraiment la mère de Coco qu'on veut libérer, sauf que dès le tome 2-3, on s'en éloigne pour avoir une autre quête principale, mais c'est pas gênant. Là, on est aussi éloigné de cette deuxième quête principale. Donc clairement, on n'est pas prêt de libérer la mère de Coco. Mais au-delà de ça, c'est un tome très léger qui m'a beaucoup plu, qui évidemment m'encourage à lire la suite comme d'habitude. Vous l'aurez vu dans les inserts, les dessins sont toujours aussi fabuleux. Moi, j'adore. Et c'est une série que je ne peux que vous conseiller parce que c'est une très bonne série, dont les tomes sortent régulièrement, contrairement à Magus of the Library, n'est-ce pas, et que j'aime beaucoup, tout simplement. Qui font des tomes très chouettes. Je sais pas quoi vous en dire en fait, parce que si jusque-là vous n'avez pas commencé à les lire, mais que vous regardez mes updates lecture de BD et de manga, je sais pas quoi vous dire de plus que les autres fois. C'est juste une excellente série que je vous conseille vivement. Je sais pas encore combien il y aura de tomes, mais vu là où ils partent, à mon avis, on n'est pas prêt d'avoir fini, parce que la mère de Coco, comme je disais, n'est pas prête d'être libérée. Et enfin, le dernier SFFF que je vous avais gardé pour la fin. Tadam! Fairy Tail 100 Years Quest. Donc le tome 8, là aussi, de Hiro Mashima au scénario et Atsuo Ueda au dessin. Aux éditions Pika, évidemment. Pour ceux qui ont lu Fairy Tail, ne vous inquiétez pas pour les dessins, eh bien, c'est très fidèle et on se rend pas compte que c'est pas Hiro Mashima. Hein. Et donc, pitch de Fairy Tail, je vais pas vous le faire parce que je le fais tout le temps. Et le pitch de cette suite, c'est plus ou moins une suite, en fait, on peut s'arrêter à Fairy Tail, mais si vous voulez continuer, il y a cette série qui est donc la suite quasi directe, et ça c'est cool parce que ça permet vraiment à ceux qui en avaient marre sur la fin de Fairy Tail de s'arrêter de manière nette.
Pas d'abandonner la série, vous voyez. Et donc là, ça fait des années que dans Fairy Tail, on entend parler de la quête de 100 ans. Ça fait 100 ans qu'elle a été déposée et personne ne l'a jamais résolue. Et donc, notre team de choc, qu'on connaît bien, dont je vais pas donner les noms, au cas où ça vous spoilerait, quoique les couvertures vous aident un peu trop, va partir à l'aventure et va décider de cette quête de 100 ans. Ils vont essayer de la résoudre. Voilà pour l'histoire, je vois pas trop ce que je peux vous en dire de plus. Pourquoi 9 sur 10 ? Ben parce que j'adore en fait, je suis attachée maintenant au personnage de Fairy Tail et à chaque fois que je lis un manga de cette série, s'il y a mon copain pas loin, ça va le saouler. Pour la simple et bonne raison que je suis comme une gamine. Donc je suis en train de lire mon truc, je suis en mode oh trop mignon, oh là là, il s'est passé ça. Enfin voilà, il y a quasiment que ce livre là, et romans inclus, hein, qui me font réagir de manière audible par les autres. Genre, je pourrais pas lire ça dans les transports en commun ou en public, parce que je suis vraiment comme une gosse en réagissant à des dessins, à des situations, à des phrases, parce que d'habitude je me contiens, d'habitude ça reste dans mon cerveau. Là, je peux pas. En fait, ça fait tellement longtemps que je suis ces personnages, pour vous donner une idée, vraiment, ça a été la 2e série de manga que j'ai lue de ma vie. Maintenant, j'ai une énorme bibliothèque remplie de mangas partout. Donc, je pense que je m'y connais en manga, on va dire ça comme ça. J'en ai lu pas mal, et Fairy Tail fait partie de ces toutes premières séries que j'ai adorées et que j'ai jamais lâchées. Donc vraiment, je suis presque émotionnellement attachée aux personnages, en tout cas aux personnages principaux. Donc quand il leur arrive des trucs, je suis en mode « Ah là là, mais c'est un truc de ouf et tout, machin ». Donc, vous faites pas une montagne si vous avez aimé Fairy Tail sans plus. Moi, c'est vraiment parce que je suis extrêmement attachée aux personnages principaux. Mais j'adore, vraiment, j'adore les suivre. Et je suis tellement contente que cette série existe, en fait, tout simplement. Parce que j'aurais pu me contenter de finir au tome 63 de Fairy Tail, hein. Je crois que c'est ça, hein, 63. C'est ça. Mais d'autant plus qu'il y a plein d'autres séries spin-off. Mais je suis si heureuse que celle-là existe. Si heureuse, si vous saviez. Et voilà, on a fini avec la SFFF. Il reste encore les 2 tiers de la vidéo. On a fini avec la SFFF et on est parti pour la non-SFFF. Alors je commence à être un peu tatillon puisque celui-là je lui ai mis 8,75 sur 10. Comme quoi je suis vraiment relou. Comme sur un nuage de Okura et Komahashi aux éditions Akata évidemment. Pour le scénario de base, on va suivre un jeune homme qui va être nouveau dans un lycée et qui est très populaire. Enfin, il vient d'arriver et en fait il est très extraverti, du coup il va avoir aucun souci à être ami avec les gens, tout simplement, à se faire des amis, à discuter, etc. etc. Il est très sociable, je sais jamais. Et en fait, il va se rendre compte qu'il y a un garçon qui est isolé et tout seul. Il va demander pourquoi, et va découvrir que c'est parce qu'il y a une rumeur qui tourne sur lui comme quoi il est gay. Et lui il est en mode mais c'est pas possible, en fait on va pas le laisser tout seul, enfin quand bien même il serait gay, c'est pas cool de le laisser tout seul, et du coup il va vouloir sympathiser avec lui, et ça tourne donc évidemment autour de questions LGBTQIA+, mais il y a plein d'autres trucs, donc ça reste un contemporain, avec des petites touches de romance, évidemment. C'est très sympathique, moi ça me plaît beaucoup. Le personnage principal, je l'adore. Là, en plus, il y a un nouveau personnage très prenant, je sais pas trop comment vous dire autrement, très prenant, qui arrive, et c'est pas que j'ai trouvé sympathique, mais j'ai trouvé sympathique le rôle du personnage en lui-même, et ce qu'il venait faire dans cette histoire. Et franchement, on avance bien, j'aime beaucoup, et d'un autre côté, pas surprenant qu'on avance bien, puisque c'est un tome 2 sur 3. Donc le prochain sera le dernier. En tout cas, cette petite trilogie est très sympa, que je vous conseille, si vous avez envie de parler de quotidien, d'homosexualité, de sentiments, bref, une petite romance / contemporain très sympathique. Un autre deuxième tome, voici voilà, Corps solitaire, le tome 2, de Haruno, aux éditions Kana. Alors je sais toujours pas pourquoi il écrit Big, est-ce que c'est maintenant les éditions Big Kana ou c'est la collection Big? Je ne sais toujours pas, si vous êtes informés, n'hésitez pas à me le dire. Quel est le pitch de cette histoire de Corps solitaire? Eh bien dans Corps solitaire, on va suivre Michi Yoshino qui a 32 ans et qui aimerait bien avoir des enfants, ou un, en tout cas, ce serait un bon début. Sauf qu'elle va se rendre compte qu'en fait, avec son copain, avec lequel elle est depuis très longtemps, eh bien en fait, ils n'ont plus de relation sexuelle. Et que elle, ça lui manque, mais lui, non. Et autant sur la théorie, il est en mode oui, bah, je veux bien avoir un enfant avec toi, autant dans la pratique, si biologiquement parlant, t'essayes pas d'avoir une relation sexuelle avec ta conjointe, c'est compliqué. Je veux dire, c'est très compliqué.
Et en fait, il veut pas, il la repousse, on sait pas trop ce qui se passe exactement, mais ils arrivent jamais à concrétiser la chose. Il y a un peu cette impression que le romantisme et l'amour c'est un peu mort entre eux, quoi. Donc là, on est dans un 2e tome, donc on a un petit peu avancé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au début du 1er tome, elle va finir par discuter avec un collègue et se rendre compte qu'il est dans la même situation, mais à l'inverse. Quand je dis à l'inverse, c'est parce que lui, c'est l'homme et elle, c'est une femme. Enfin bref, vous avez compris. Donc lui voudrait bien avoir des relations sexuelles avec sa femme, mais sa femme ne veut pas, tout simplement. Et donc on va suivre ces 2 personnages qui se sentent très seuls, du coup, dans leur couple et leurs aventures. Et je les ai pris de base, ces mangas, enfin le 1er tome, la première fois, parce que je trouve ça très intéressant et surtout, c'est un sujet jamais évoqué, en fait, ou presque. Enfin, moi, c'est vraiment, littéralement, le seul livre que je connais qui a pour thématique celle-ci. Je lui ai mis la note de 8 sur 10. J'ai bien aimé. Il se passe pas non plus des trucs extraordinaires, mais on avance sur plusieurs aspects. Et c'est pas qu'il y a des retournements de situation, mais il y a des trucs un peu inattendus. Donc, il mérite sa note de 8 sur 10. C'était très sympa. Moi, je veux surtout la suite parce qu'en fait, ils sont très 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 fins, ces mangas. Et j'ai hâte d'avoir la suite d'évolution des sentiments. Parce que là, on avance mine de rien, mais en fait, j'ai envie de savoir si ça va bien finir pour eux ou pas. Et par bien finir, il n'y a pas de bien finir en fait. Il y a plusieurs façons de finir, il n'y en a aucune qui est bien ou pas bien. Mais je veux savoir, est-ce que le couple va se remettre ensemble? Est-ce qu'ils vont se séparer? Est-ce que les 2 qui manquent de relations sexuelles vont se mettre ensemble? Je ne sais pas. Mais vraiment, il y a un côté un peu mystérieux de j'ai jamais vu ce genre d'histoire, alors je sais pas trop à quoi m'attendre, et j'ai hâte de savoir ce que je vais voir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en soi, s'il y avait beaucoup de mangas avec ce type d'histoire, je pense que ça serait pas extraordinaire. Mais comme le pitch de base est plutôt original, en fait, moi je veux la suite. Je veux savoir ce qui se passe après. Et c'est encore un 8 sur 10 pour la série que je vous présente. Ta dame! Les tomes, donc 7, 8 et 9 de The Quintessential Quintuplets de Negi Haruba, oh là là, quelle mémoire, aux éditions Pika, de nouveau. On va suivre donc un jeune homme qui a très peu d'argent et qui est très intelligent et qui va avoir une proposition d'emploi, on va dire, pour faire des sortes de cours de rattrapage à une nana de sa classe. Sauf qu'au moment de se pointer, donc il est archi content parce qu'on lui offre le quintuple du salaire habituel. Sauf qu'au moment de se pointer, il va en fait découvrir que il va pas enseigner à une élève de sa classe, mais à des quintuplés. Oui, ça fait beaucoup. D'où le 5 fois le salaire, voilà. Et donc, jusque-là, je vous l'avais pas révélé, mais maintenant j'ai envie de le faire pour vous donner envie au cas où vous auriez toujours pas eu envie jusque-là. On va apprendre dès le début qu'il va épouser l'une d'entre elles. Sauf que le problème, c'est qu'elles se ressemblent énormément. Va détecter quand tu vois les images du mariage avec laquelle il se marie. Un peu compliqué. Donc, on ne sait pas avec laquelle il va se marier. Mais moi, je meurs d'envie de savoir avec laquelle il va se marier. Dans ces mangas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on alterne très souvent entre un manga sur l'aspect études, apprentissage, est-ce qu'elles vont s'en sortir, oui mais le père veut absolument que, etc. etc. Et l'aspect mais romantique, de qui est-ce qui se rapproche, qui est en crush sur qui, est-ce qu'il y en a qui sont amoureuses de lui ou qui le détestent ou quoi ou qu'est-ce. Et franchement j'aime vraiment beaucoup cette alternance presque claire, nette et précise entre les tomes de quand est-ce que on va être plutôt sur la romance, quand est-ce qu'on va être plutôt sur les études et le côté contemporain. Bref, j'aime énormément cette série de mangas, très sympa, j'adore les dessins, et je vous la conseille vivement si vous êtes en quête d'un contemporain avec de la romance qui soit très très sympathique. Pas grand chose à vous en dire de plus, mais si vous êtes superficielle comme Laurine, elle le prendra pas si mal, je vous jure. Les dos sont de couleurs variées, et si vous voulez faire une mangatech avec des rainbows, c'est conseillé, c'est pas mal, ça aide. Les conseils superficiels de Clem. J'ai aussi, enfin, pu finir une série de mangas que je voulais finir depuis une éternité, c'est-à-dire Food Wars. Ça fait une éternité que je voulais le finir avec le tome 35 et le tome 36 de Yuto Tsukuda, Shun Saeki et Yuki Morisaki. C'est ici un shonen où on va suivre, en gros, des fights de bouffe. C'est-à-dire qu'on suit des cuistots qui font leurs études, et il y a beaucoup de shokugeki, c'est-à-dire de combats de chefs, où on va leur donner une thématique du style le poulet, et c'est à celui qui fera la meilleure recette avec du poulet. Voilà, pour la faire courte. Évidemment, il y a donc une flopée de personnages intéressants, sympas, avec leurs spécialités, etc., etc. Surtout, n'oubliez pas, si vous lisez ces mangas ou si vous regardez l'animé, ne le faites pas
quand vous avez faim. Vraiment pas. Même moi qui suis pas fan de bouffe, oui, je lis un manga de bouffe alors que je suis pas fan de bouffe. Je suis fan du côté compète. Laissez tomber. Et en fait, l'animé, je le regarde en mangeant, clairement, avec mon copain, parce qu'on adore. Et enfin, regardez, maintenant il est fini. Et le manga, je le lisais après manger, ou pas à un moment où j'avais la dalle, quoi, parce que sinon tu ne survis pas, tout simplement. Je sais plus si je l'ai dit, donc je leur ai mis 8,5 sur 10 pour cette fin de série. Je rappelle que c'est une série que j'ai toujours en cours quand même, parce qu'en fait, j'ai un trou milieu. Comme j'ai commencé à la regarder en animé, j'avais pas besoin d'avoir les premiers tomes en manga. Donc j'ai les tomes à partir du 23, je crois. Donc j'ai jusqu'au 11, 1 à 11, parce que du coup je les ai réachetés et relus au fur et à mesure. Et ensuite, j'ai du 23 au 36, du coup. Donc il me manque le milieu de série, mais comme je l'ai vu en animé, c'est pas si grave que ça. Mais bref, une série que je conseille vivement si vous aimez tout ce qui est baston, mais sans violence, du coup. Pas très très violent comme baston. Si vous aimez la nourriture, moi qui suis pas fan de nourriture, j'adore. Alors si vous aimez la bouffe, laissez tomber. D'autant plus que à chaque fin de duel, vous avez une des recettes du duel. La version facilement réalisable évidemment, mais vous avez une version facile de la recette proposée. Donc franchement, si vous aimez la bouffe, vraiment à nouveau, hein, vous ne pouvez qu'apprécier, je pense. Par contre, dernier petit point avant que je passe à la suite, si vous regardez la version animée, sachez juste que quand les gens mangent des plats qui sont bons, ils ont des orgasmes. Voilà. Donc il y a beaucoup de nudité, hein, n'est-ce pas? Alors toujours une algue, un truc qui vient planquer les parties génitales, mais ils poussent des cris un peu gênants. Donc évitez de regarder ça trop fort si vous risquez d'être gêné à cause de vos voisins, de vos parents ou toute autre personne pouvant traîner dans le coin. Allez, je vous présente une dernière suite de séries et après que des premiers tomes. Premier tome ou premier tome et suite de série, mais vous avez compris le truc. Tadam! Voici le 3e tome de Golden Ship, qui est le dernier tome, et il aurait pu être moins épais, là clairement il est aussi épais que les autres, mais parce que à la fin vous avez une autre nouvelle, enfin c'est une petite nouvelle qui fait ça là, qui m'a pas plu outre mesure, mais je l'ai pas acheté pour la nouvelle, donc je vous dis juste que la nouvelle elle est pas folle, moi elle m'a pas plu, enfin elle avait des morales un peu chelous. Elle était très poétique, mais en même temps elle avait des morales chelous, ou alors j'ai été mitigée, moyennement convaincue. Mais à nouveau, on va pas passer trop de temps là-dessus, puisqu'on est là pour le dernier tome de Golden Ship. Je l'ai beaucoup aimé, même si je lui ai pourtant mis la note de 7,5 sur 10, parce que vis-à-vis du reste de la série, j'ai trouvé que ça tombait un peu comme un soufflet. Dans ce premier tome, on va suivre cette jeune femme dont j'ai pas le prénom et la flemme de chercher, qui va remménager là où elle était il y a 5-6 ans, à l'école primaire, elle était à l'école primaire il y a 5-6 ans, maintenant plus collège, lycée, je sais plus, lycée je crois. Et en gros, eh bien, elle s'entendait extrêmement bien avec une autre jeune femme et 2 jeunes hommes, et elle s'attend en revenant à retrouver le même groupe de potes, ou un peu plus étoffé avec plus de monde, mais en tout cas elle les retrouvait toujours amies, sauf qu'elle va découvrir qu'en fait, lui, c'est dès le début donc c'est pas un spoil, va tenter de se suicider, parce qu'il se fait harceler par l'autre garçon du groupe, et que la dernière nana est en fait devenue une nana pas très sympa, pour rester polie. Et elle va être complètement désemparée et va essayer de rassembler le groupe et de refaire ce groupe d'amis comme avant. Ce dernier tome m'a bien plu comme je disais, mais la fin était vraiment pas folle, elle m'a pas convaincue plus que ça, et c'est dommage. C'est dommage. Mais je vous conseille quand même la série, parce que les tomes 1 et 2 étaient vraiment sympas. C'est un contemporain très sympa, il n'y a pas de romance, ça c'est vraiment que contemporain. Et c'est très cool. Donc voilà, l'héroïne est vraiment dans cette quête de je veux réunir tout le monde, comprendre en fait pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là, pour que ça implose comme ça, et je veux que vous redeveniez mes amis et que vous redeveniez amis entre vous. Voilà, donc c'est très mignon, très cute. Série finie en 3 tomes, donc qui dit non à une série si courte, et les dessins sont très chouettes, vous l'avez déjà vu dans les inserts. Et c'est parti, premier tome de saga et suite, nous avons ici, oui, évidemment que j'allais tomber dedans comme tous les autres, franchement, évidemment que je suis un mouton. Donc les carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Kurage, aux éditions Kiun. À nouveau, si je dis pas de bêtises, c'est une adaptation de roman. Voilà. Sachez qu'à l'heure actuelle, il y a 4 tomes de sortie, et je sais pas en combien de tomes cette série finit. Je n'ai pas lu ni acheté le 4e tome. Voilà, ça c'était le petit point de départ. Ici, on va suivre Mao Mao, qui en fait a fait partie du quartier des plaisirs, puis a été recrutée, ramenée, je sais pas comment dire.
elle va être enlevée pour faire partie des quartiers des femmes du palais impérial. Et du coup, va plus avoir aucun rôle d'apothicaire comme elle pouvait l'avoir avant dans le quartier des plaisirs, jusqu'au jour où en fait il va y avoir des morts à répétition chez les nouveau-nés, je crois de mémoire, des femmes de l'empereur. Et ben, elle va savoir pourquoi et va du coup essayer de faire une missive secrète pour pas qu'on comprenne que c'est elle qui les a aidés. Je sais plus trop pourquoi d'ailleurs. Et en fait, on va comprendre que c'est elle. Donc elle va être promue entre guillemets. Servante d'une des femmes de l'empereur, tout simplement. Et on la suit à partir de là dans ses péripéties d'apothicaire, puisqu'elle va reprendre un petit peu ce rôle d'apothicaire. J'avais lu il y a vraiment un moment ce tome 1, mais j'ai lu que récemment les tomes 2 et 3. Et en fait, j'avais toujours pas présenté le tome 1, donc je les présente les 3 en même temps, même si je les ai pas à proprement parler lus en même temps. Je les ai notés 8,5 sur 10, en tout cas les tomes 2 et 3. Le tome 1, je sais plus, parce que c'est plus sur la même page. Et j'aime beaucoup tout simplement ce côté apothicaire, ce côté potion, ce côté... c'est pas magique évidemment, mais ce côté je bois des poisons et je kiffe aussi accessoirement, hein, voilà. Mais bref, j'aime beaucoup l'héroïne, j'aime beaucoup les personnages en général et l'univers, et je trouve ça très intriguant, très intéressant. Tout ce côté apothicaire, poison, soin, etc., etc. Moi j'aime beaucoup, je suis déjà très attachée à cette série, j'aime beaucoup les dessins aussi. Et si ça vous intrigue ce truc d'apothicaire, je vous conseille vivement, parce que c'est vraiment très très sympa. Et puis en plus franchement les couvertures elles claquent, hein. Même si j'avoue quand je vois le trio de couleurs là comme ça, moi je trouve que ça fait très Super Nana ou Totally Spies ou un truc du style. Il y a presque un petit côté enquête aussi des fois, surtout sur le 3e tome là, j'ai en tête une petite enquête bien sympa. Promis, on y est presque, il me reste plus que 2 mangas à vous présenter, 2 séries différentes et surtout 2 tomes 1, puisque nous avons en premier lieu Country Girl de Ryukishi 07, je sais pas dire 7 en japonais, désolé. Tanaka Romeo et Tatsuhiko. Et c'est adapté apparemment d'un jeu vidéo qui s'appelle Alice in the Country of Three-Sided Mirror. Donc Alice dans le pays du miroir à 3 faces, on va dire ça comme ça, aux éditions Château Château, que je ne connaissais absolument pas. Je ne sais pas, peut-être qu'ils sont spécialistes en adaptation de jeux vidéo vers le manga, je ne sais pas. Et bref, ici on va suivre 4 jeunes qui sont actuellement au collège, qui sont très amis, donc c'est un peu ce côté-là de la jaquette, et qui vont vouloir, pour aller dans un lycée réputé de Tokyo, si je dis pas de bêtises, et ils vont tous passer le concours, parce qu'il y a des concours d'entrée au lycée au Japon. Sauf que il se trouve qu'ils vont tous être séparés à ce moment-là, puisqu'il y en a une ou deux, je sais plus, qui vont y être acceptés dans ce lycée, mais pas les autres. Et du coup, il y en a un qui va partir en grosse dépression, je crois. Il y en a une autre qui va se rabattre sur un lycée à côté de chez elle, enfin bref. Et donc le groupe va éclater. Sauf que, ils vont essayer de... Enfin, il y a un personnage notamment qui va essayer de rabibocher le groupe et de faire en sorte, un petit peu comme Golden Ship tout à l'heure, de retrouver l'unité du groupe, mais surtout et principalement, ça tourne autour de l'avenir, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, qu'est-ce que je deviens, est-ce que je prends le risque de faire tel métier, même si, tout simplement, il y a peu d'avenir dans ce métier-là, etc., etc. J'ai bien aimé ce tome 1 puisque je l'ai mis la note de 8 sur 10, mais j'espère quand même que ça sera pas une série qui s'éternisera, parce que c'est écrit nulle part, parce que tout simplement c'est sympa, mais je pense qu'il y a difficilement moyen d'étendre cette série sur un trop long terme. À nouveau, elle ressemble un peu à Golden Ship, et pareil, si Golden Ship s'était étendu sur 10 tomes, pas sûr que j'aurais suivi jusque-là. Mais là, ces histoires d'avenir, un petit peu de qui va devenir quoi, comment est-ce qu'on fait pour sortir aussi de cette dépression parce qu'on n'a pas été accepté au lycée, etc. Je trouve ça très intéressant. Mais je pense que ce qui me touche moins, c'est que je suis plus du tout, personnellement, dans ce genre de problématique, quoique un peu finalement, puisque je cherche toujours quel métier je veux vraiment faire. Mais je suis plus dans leur cas, du coup, peut-être que le fait que je me sente moins concernée fait que je lirai pas ça sur 10 tomes, on va dire ça comme ça. Mais ce tome-là est très sympa, hein, je rappelle, je lui ai mis 8 sur 10, c'était très cool. Et enfin, dernier livre que je vous présente, et je crois que c'est la meilleure note de toute la présentation du jour. C'est effectivement la meilleure note, puisque c'est un 9 sur 10, mais c'est égalité avec Fairy Tail, qu'on a vu au tout début, 100 Years Quest, et je me suis loupée tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, le dernier tome de Food Wars, parce qu'en fait, j'ai pas mis la même note aux 2 tomes, parce que le dernier tome, j'ai noté 9 sur 10, et l'avant-dernier, 8,5. Bref, donc, c'est
le contemporain le mieux noté, contemporain romance, hein, malgré le fait qu'il soit vraiment extrêmement fin. Donc A Sign of Affection de Su Morishita aux éditions Akata. De quoi va-t-on parler? Eh bien on va parler de... Ah, j'ai encore oublié l'abréviation. Bon, j'ai plus l'abréviation en tête, mais de langage des signes japonais. J'ai dit que c'était aux éditions Akata, je sais plus, voilà, je vous le redis. Donc, il y en a 2, langue des signes japonaises au Japon, bien sûr. Et donc, bref, on va nous parler de ça, puisque on va suivre d'une part cette héroïne qui est sourde, ou malentendante, on sait pas exactement. Je crois qu'elle est malentendante, j'ai un doute, mais je crois qu'elle est malentendante, et qui surtout parle principalement en langue des signes. J'ai envie de dire LSF, mais non, du coup, non. En ASL, si... Non, ASL c'est en anglais. Ah mon dieu. Bon, l'une des deux langues des signes japonaises se dit JSL, donc je vais abréger ça JSL pour éviter de trop parler, hein, parce qu'on en est déjà un bon bout de vidéo quand même. Hein. Bref, donc cette jeune fille utilise la JSL, ou pas, mais on s'est compris. Et ce jeune homme, lui, parle 5 langues différentes, je crois, mais ne parle même pas la JSL alors qu'il est japonais. Bravo monsieur. Et en fait, il va un peu la sauver, entre énormes guillemets, hein, dans le métro, puisqu'un étranger en fait demandait en anglais son chemin, sauf qu'il se rend, enfin évidemment, il s'est pas rendu compte qu'elle était sourde, et elle n'a pas su quoi lui dire ni lui répondre, puisqu'elle savait même pas ce qu'il lui demandait, et savait même pas qu'il lui parlait anglais d'ailleurs. Enfin, si, parce qu'elle, du coup, elle a pas réussi à le lire sur ses lèvres, donc forcément, elle se doutait bien qu'il parlait pas japonais. Mais bref, et du coup, il va venir à son secours en parlant anglais et en aidant cet étranger. Et du coup, ils vont sympathiser, se rendre compte qu'ils sont dans la même université. Et surtout, elle va avoir un bon petit crush sur lui. Et lui, on dirait aussi qu'il est potentiellement intéressé par elle. On sait pas trop si c'est amicalement parlant ou pas. Parce qu'il a mis avec beaucoup de filles, on sait pas trop. C'est assez mystérieux. Mais bref, et du coup, il va lui demander de lui apprendre la JSL. Et c'est super sympa. C'est très 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 cute. Et j'ai très envie de lire la suite. Franchement, de tous les manga que j'ai pu vous présenter là, je crois que c'est celui dont je veux le plus lire la suite, parce que c'était vraiment trop chou, c'est extrêmement court, j'en ai pas eu assez du tout, et vous savez à quel point je suis captivée par tout ce qui est langue des signes, que ce soit anglaise, française, japonaise, je m'en fiche, la langue des signes m'intéresse, me passionne, quoique je ne la parle toujours absolument pas. Mais bref, je veux une suite, je sais qu'il y en a une, qu'il y en aura une en tout cas, je la veux. Peut-être pas maintenant, mais je la veux. Vraiment, vraiment beaucoup. C'en est fini pour cette update manga qui a été très long, très fourni, et je suis désolée que ça ait duré si longtemps. J'espère qu'il vous a quand même plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, de me dire surtout si vous avez déjà lu certains de ces mangas, ce que vous en avez pensé, si je vous ai tenté avec, si vous avez envie de les rajouter dans votre palle, ou s'ils sont déjà dedans et dites-moi pourquoi ils sont pas sortis, s'ils sont dans votre palle de graphique. En tout cas, moi je vous laisse, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao!